Alors déjà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette 4e matinale donc, qui portera sur les impacts de l'entreprise du numérique sur l'environnement social et vraiment environnemental. Donc là, autour de l'écran, je vous présente Marie Bastide et Sylvain Coutier qui seront deux de nos intervenants ce matin. Bonjour. Bonjour. Et puis, je propose qu'on commence directement, Marie, par ta présentation. D'accord, écoutez, je suis ravie d'être là ce matin aux côtés de Fast Grand Toulouse et ATF pour effectivement mettre en lumière le sujet du numérique responsable qui est latent mais qu'il faut effectivement prendre en main de nos jours. Je suis fondatrice donc de Pollen et je suis consultante donc en numérique et particulièrement en numérique responsable. Je suis également formatrice auprès des entreprises, des écoles et des administrations. Voilà, et j'ai entre autres donc j'ai un lourd bagage dans le domaine de la communication et du marketing, et j'ai une dizaine d'années dans le domaine du digital, et ces dernières années donc je me suis fortement intéressée par conviction personnelle aux impacts du numérique donc sur l'environnement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des pionniers en France, dont le collectif de l'Institut du numérique responsable et le greenIT.fr. Je me suis formée donc à leur côté, et puis j'ai constaté que dans le Sud, finalement, c'était un sujet qui était un petit peu éparse, qu'il y avait pas mal d'acteurs locaux qui traitaient de différentes parties du numérique responsable. Donc j'ai décidé avec d'autres personnes de cofonder en fait un collectif qui s'appelle Good IT. Aujourd'hui, on compte une trentaine de professionnels qui traitent de plus ou moins de loin de certains sujets du numérique responsable. Et en tout cas, on a monté des groupes de travail, c'est ouvert à tous. On a monté des groupes de travail, on fait aussi des événements, des webinaires et pas mal aussi de pré-sensibilisation sur le sujet. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu plus précisément de ce qu'est le numérique responsable. Du coup, voilà, Monsieur Coutier peut-être veut se présenter ou je continue. On est parti, je continue. Oui, vous étiez parti, mais comme vous voulez. Moi, je vous laisse démarrer, j'interviendrai après. Ouais. D'accord, bon, parfait. Alors voilà, je vais vous faire un petit point sur finalement les enjeux. Et les enjeux, enfin les constats et les enjeux, qu'il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est le fait qu'on soit 7,75 milliards d'individus donc sur notre jolie planète, et 67% à peu près sont utilisateurs de téléphone. On a aussi 59% qui sont surtout internautes. Et en un an, le nombre d'utilisateurs web, cette dernière année, s'est accru de à peu près 10%, tandis que la population mondiale, elle a progressé que de 1,1%. Donc c'est là où on se rend compte effectivement de cette fulgurance au niveau de nos usages. Et aujourd'hui, on fait face à de nombreux enjeux, donc le fort développement de notre consommation, notamment à travers la vidéo, la musique, l'e-commerce, le chat, et en ce moment, lié à la pandémie, évidemment, on consomme aussi pas mal de visio. Donc voilà, ça s'est vraiment multiplié. Et en moyenne, il faut savoir que chaque année, une personne produit 4000 gigas de données. Donc avec 4,5 milliards d'internautes, je vous laisse imaginer, je vous laisse multiplier. Donc le Green IT a sorti un chiffre qui fait qu'on a multiplié par 38 notre consommation de données en 10 ans. Voilà, donc plus nous créons de données, évidemment, plus nous consommons d'énergie et plus nous contribuons à l'accélération de ce fameux changement climatique, et je vais vous expliquer ensuite en quoi. Et ce n'est qu'un début, puisque avec l'arrivée de la 5G, le développement de tout ce qui est jeux vidéo, le streaming, le big data, l'intelligence artificielle, tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce qui est réalité augmentée aussi, et bien finalement on va continuer de progresser fortement. Le deuxième constat que l'on fait, c'est qu'on a une consommation exponentielle d'équipements, alors que ce soit tablettes, ordinateurs, imprimantes, téléphone, des objets connectés de plus en plus, on va le voir, consoles, télévision, etc. Et bien en fait, on a déjà et on continue à multiplier par 15 le nombre d'équipements entre 2010 et 2025. Ça, ce sont vraiment des chiffres que l'on a de la part du Green IT. Et on vend actuellement en France 8400 ordinateurs par jour. On estime, l'ADEME estime à 8,9
équipements par personne aujourd'hui contre 5 à peu près en 2016. Donc on a vraiment voilà, une consommation exponentielle de ces équipements et on assiste à une ascension aussi fulgurante des objets connectés. Il faut savoir que d'ici 2030, on en aura à peu près 46 milliards selon l'ADEME. Il faut savoir aussi que ces petits objets connectés divers et variés, finalement, ils sont très difficilement aujourd'hui recyclables puisqu'ils utilisent plein de matériaux, de matières premières et notamment des matériaux rares et finalement qui sont très mélangés en petites quantités et aujourd'hui on ne sait pas trop, on a encore pas mal de points d'interrogation sur les filières qu'il y aura derrière. Et le numérique, ben, c'est aussi 45 millions finalement de serveurs dans le monde et 800 millions d'équipements réseau, c'est-à-dire tout ce qui relie, tout ce qui nous relie en fait au digital. Donc il y a aussi cet aspect-là, ce ne sont pas que nos équipements personnels. Troisième constat, ben, finalement on a de plus en plus... on va passer sur la slide suivante. On a de plus en... Et encore suivante, pardon. J'étais déjà un petit peu en avance. Et bien finalement, on assiste aussi au côté obésiciel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a des logiciels qui sont de plus en plus gros. On parle aussi de gras numérique. Et on sait que nos logiciels, ils sont de plus en plus gourmands et qu'ils demandent d'avoir de plus en plus de machines performantes. Donc finalement, ils rament. Et cela nous pousse facilement à changer. On est à x171 en termes de croissance du poids des logiciels en 20 ans, mais nos usages, eux, ils n'ont pas changé. On reste assez simple dans nos usages, envoi de mail, création de texte, présentation. Donc finalement, on va moins vite, nous, que nos logiciels. Et on assiste aussi, par exemple, sur un site internet, à des lourdeurs de pages. Pourquoi? Parce que on rajoute publicité, images, vidéos, donc on alourdit aussi le web. Et on a multiplié par 4 en 10 ans, passant de 450 KO à 2000. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus le poids, en tout cas, de ce que nous utilisons est de plus en plus important. On va passer à la slide suivante et du coup je vais vous parler d'obsolescence programmée. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'obsolescence. Donc on parle d'obsolescence indirecte quand le logiciel est tellement énergivore finalement qu'il entraîne ce fameux changement de matériel. Aujourd'hui c'est le principal déclencheur de l'obsolescence prématurée du matériel. Et le fait est tellement avéré qu'il y a une expression qui a été créée en 2014 qui s'appelle l'obsolescence logicielle, mais qui est aussi liée notamment aux mises à jour. Quand vous mettez à jour, vous alourdissez. Ensuite, on a l'obsolescence directe. Alors là, c'est la fin d'un support technique, par exemple, ou des composants qui sont à durée de vie programmée. Après, on a l'obsolescence par incompatibilité, c'est-à-dire que la nouvelle version du logiciel utilise un nouveau format, donc voilà. Et après, on a l'obsolescence qu'on perçoit nous, qui est un peu ce qu'on appelle psychologique, mais pas que, puisque quand on a écran abîmé, batterie fatiguée, nos smartphones, on se rend compte qu'ils vieillissent quand même assez vite. Et les cures de jouvence, ça sont rendues parfois difficiles par certains fabricants. C'est pas conçu forcément pour durer. Donc on a des batteries collées ou soudées, on a des téléphones qui sont non démontables, à part le Fairphone évidemment. On a des connectiques différentes entre les modèles évidemment de la même gamme. Et à ces effets du temps s'ajoutent les effets de mode, puisqu'on a des enchaînements de nouveaux modèles qui sortent très régulièrement, merci le marketing, et donc on change tous les 18 à 24 mois en moyenne, ne serait-ce que de téléphone, et 88% d'entre nous en changeons alors que l'ancien fonctionne encore. Voilà. Donc, sauf qu'il faut au moins 5 ans d'utilisation pour que l'impact environnemental de l'usage de notre smartphone soit équivalent à celui de la fabrication. Et aujourd'hui, on en est du coup un petit peu loin. Alors, je vais parler des impacts environnementaux, puisqu'il y en a plusieurs. Le numérique, en fait, il n'est pas immatériel. Le numérique, il a beaucoup d'impacts. On verra les environnementaux, on verra les sociaux, les sociétaux, très rapidement. Et donc, on a le Shift Project, qui fait partie de ces associations qui travaillent sur le sujet, qui en 2019 nous a sorti un chiffre qui fait un petit peu peur, puisque le numérique, en tant que tel, émet 4% de nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde, dû à la production et à l'utilisation. Et cela représente donc environ, ça représente beaucoup plus que le transport aérien sur lequel on tape
régulièrement, qui ne représente finalement que 2%, mais avec une augmentation de 8% par an, on s'attend à ce qu'on arrive, non à 4%, mais à 8% sans scénario de sobriété, ce qui reviendra à l'équivalent aujourd'hui de ce qui pollue le plus en France, c'est-à-dire l'émission des voitures et des deux roues. Donc on est plutôt sur une pente dangereuse, qui monte, mais dangereuse. Il y a 3 causes principales. Le premier, ce sont nos terminaux, pour 63%. Et dans ces 63%, finalement, c'est 70% de fabrication et 30% de nos usages. Ensuite, on a ces fameuses infrastructures réseau qui arrivent en 2e position avec 22%. Et enfin, les pauvres data centers sur lesquels on tape très régulièrement, qui sont médiatisés souvent et qui pourtant, ces dernières années, ont fait énormément de progrès, sauf qu'ils utilisent encore de l'eau et de l'énergie pour, entre autres, alimenter, refroidir leurs serveurs. Et enfin, après la fabrication et l'usage, on a la fameuse fin de vie avec la destruction, les déchets que l'on envoie encore beaucoup trop dans des pays du tiers-monde. Je pense notamment à une déchetterie au Ghana, qui est la plus grosse, la plus connue au niveau du numérique, et où on retrouve pas mal justement d'enfants. Alors aujourd'hui, on a des filières qui sont présentes, qui sont en train de se créer. Je pense que Monsieur Coutier peut-être en parlera mieux que moi, mais voilà, c'est encore un vrai souci, une vraie problématique. Alors sur la slide suivante, je vais vous parler d'un tableau qui est très important dans notre domaine, qu'a sorti justement aussi le greenIT.fr, et qui découpe en fait le numérique en 3 tiers. Donc vous, les utilisateurs, ensuite vous avez ces fameux centres informatiques qui sont les data centers, il y en a 4500 dans le monde, on en a à peu près 156 en France, dont 56 en Île-de-France, plus 67 millions de serveurs derrière. Et en fait, on a les réseaux aussi. Alors les réseaux, c'est quoi? C'est l'ADSL, la fibre, tout ce qui est antenne relais, tout ce qu'on va changer d'ailleurs grâce à notre ami la 5G, et qui relie les utilisateurs finalement aux data centers. L'impact, aujourd'hui, certains collectifs le mesurent en énergie primaire, je vais vous expliquer ce que c'est, les gaz à effet de serre, l'eau et ce qu'on appelle aussi les ressources abiotiques. Donc le numérique, pour vous donner une idée, c'est 4,2% de la consommation d'énergie primaire. C'est quoi les énergies primaires? Ça va être le pétrole brut, le gaz naturel, tout ce qui est combustible solide, ce qu'on appelle le charbon, la biomasse. On parle aussi de rayonnement solaire et énergie hydraulique, etc. Donc c'est 4,2% de cette consommation mondiale, 4% pour les gaz à effet de serre, on l'a vu précédemment. Et en termes d'électricité, alors on ne compte pas, nous les professionnels, l'électricité comme une énergie finale, puisque c'est une énergie finale, ce n'est pas une énergie primaire. Donc c'est un petit peu moins, l'électricité est un petit peu moins un indicateur de mesure pour nous. En 2025, cependant, elle devrait représenter entre 4,7% et 6% de notre consommation énergétique mondiale, avec une croissance de 10% par an. Donc pour produire ces énergies, il faut des énergies fossiles, notamment on parle d'extraction du charbon, dans certains pays, pas que, il y a le nucléaire aussi. Et si Internet était un pays, en fait, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Pour l'eau, on est à 0,2, alors ça peut vous paraître un tout petit pourcentage, mais ça représenterait aussi le 6e pays au monde, 88% sert à la fabrication, les écrans plus grands, de meilleure résolution, etc. Miniaturisation des composants qui sont gourmands en eau, plus nos usages évidemment à hauteur de 12%, notamment pour le fameux refroidissement de nos data centers. On attend des chiffres globaux en gros de x2 à x3 d'ici 2050. Et en 2025, on a les utilisateurs qui concentreront 56% à 70% des impacts, d'après une étude du greenIT. Et comment, en fait, quels sont les principaux fautifs dans nos usages? Mais finalement, c'est les vidéos, les réseaux sociaux, le streaming. Voilà, mais là, il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail pour comprendre ça. Ensuite, au niveau des impacts sociaux, on a, parmi les effets négatifs, alors au niveau de l'exploitation, fabrication et fin de vie, parce que dans le numérique responsable, c'est un aspect, on traite les 3 piliers du développement durable, donc le social en fait partie. Eh bien, on a le travail illégal, les droits humains non respectés, on trouve encore malheureusement
moins, mais des enfants dans ce domaine-là. Des conflits géopolitiques liés à l'extraction minière, notamment en Chine, en Afrique. Avec la fameuse décharge dont je vous ai parlé au Ghana, décharge qui du coup émet évidemment tout un tas de polluants qui créent sur place des maladies, des cancers, mais aussi des déplacements de population. Et pour les usages, on retrouve finalement l'électronisme. Alors l'électronisme, c'est quoi ? C'est des inégalités dans les accès et les usages pour certaines personnes. Donc, il y a notamment la mêlée numérique qui travaille sur ces sujets d'inclusion numérique. Et ensuite, on a l'accessibilité. Alors, nous, dans le numérique responsable, on part du principe que tout le monde doit avoir accès au digital sans contrainte. Ça part des personnes qui sont handicapées, déficients sourds, malentendants, etc. Mais ça part aussi d'une personne qui est au fin fond du Gers en 2G avec un très vieux téléphone. Et ou des conditions d'environnement qui sont particulièrement difficiles. Et pour ça, on travaille tout ce qui est accessibilité web qui répond à des référentiels déjà connus depuis de nombreuses années, notamment le RGAA. Et on en est au RGA 4, voilà. Et enfin, je vais passer aux impacts sociétaux. On parle de santé mentale et de dépendance numérique. Et ça aussi, ça nous inquiète. On ne connaît pas vraiment les effets. On sait par contre que le web isole socialement. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des effets sur notre santé, notamment au niveau des ondes électromagnétiques, troubles de l'attention, on observe du retard de langage chez les jeunes enfants, baisse de mémorisation, et je confirme chez mes étudiants, diminution aussi du temps de concentration. Donc vraiment, le numérique a quelque part un impact. Donc nous, on prône l'utilisation avec parcimonie. Et ensuite, on s'occupe aussi, parmi les sujets nombreux du numérique responsable, on s'occupe des données personnelles et de la cybersécurité. On sait qu'il y a de plus en plus de déviance, notamment au niveau des protections de la vie privée, et une affaire, entre autres, de Cambridge Analytica, dont vous avez peut-être entendu parler, sur les manipulations de données pour l'élection de notre ami Trump, en fait partie. Donc le numérique responsable, c'est quoi, en fait? Finalement, je vais vous donner une petite définition. La définition, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire donc l'empreinte écologique, économique et sociale de nos TIC, technologie de l'information et de la communication. Donc, il est important désormais de réintroduire aussi cette dose d'humanisme. On n'est pas que sur l'aspect évidemment technologique, avec ces fameux, comme je vous disais, 3 piliers du développement durable. Slide suivante, on va voir qu'on peut inclure évidemment le numérique responsable dans sa stratégie RSE. Je pense qu'on est un petit peu là aujourd'hui pour ça. Et ça va s'intégrer donc naturellement, finalement. Ça va faire partie aujourd'hui des sujets prépondérants par la formation, en sensibilisant évidemment vos collaborateurs au numérique responsable, en les accompagnant dans l'application de bonnes pratiques au quotidien au sein de l'entreprise, en partageant intensivement la démarche évidemment. Et en intégrant la notion de transition numérique responsable et de système d'information responsable au sein de votre organisation. Au niveau des ressources humaines aussi, on apporte une attention particulière à la mixité, à la diversité dans les équipes IT. Au niveau de l'environnement, je cite les grandes lignes, évidemment, il y en a d'autres. On calcule l'empreinte énergétique, justement, de notre système d'information et on fait des améliorations par la suite. C'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie avec derrière tout un audit qui est fait pour améliorer les conditions. Et après, il y a le côté innovation. Le numérique, finalement, c'est quand même une ressource d'innovation. Ça permet de se différencier aussi de ses concurrents. Et en incluant en plus des démarches, ce qu'on appelle d'éco-conception, dans les services proposés, on arrive à un facteur différenciant. Alors justement, vous allez me dire quel est l'avantage de mettre en place finalement du numérique responsable, si ce n'est, et je l'entends souvent, si ce n'est le côté éthique, le côté image, le côté, je veux bien faire, mais finalement parfois je tombe un petit peu dans le greenwashing. Eh bien, je vais vous donner un petit argumentaire. Donc le premier, c'est évidemment la réduction des coûts. Donc on travaille sur... On peut avoir des modèles économiques qui sont plus compétitifs. On est dans une démarche de sobriété. Donc, en termes de stratégie, on va supprimer ce qu'on appelle, nous, l'inutile. Donc, on va se poser des questions à savoir si on va développer ou pas un produit ou un service en ligne, déjà.
Si on le simplifie aussi, le fait de le simplifier, ça demande moins de production derrière, moins de développement, et ça apportera une réduction des coûts en énergie, en investissement en développement web par exemple, mais aussi on travaille sur la réduction du matériel, voire d'acheter du matériel d'occasion, voire de recycler aussi son matériel, etc., etc. Au niveau donc de cette politique des achats, on a de la diminution des besoins d'équipement et on essaie d'allonger leur durée de vie. Enfin, il y a la législation. Et là, c'est le point le plus important qui est arrivé ces derniers temps. Oui, on peut passer à la slide suivante. On a la législation, les normes et la réglementation. Il se trouve qu'il est sorti récemment, elle est en cours, de validation par l'Assemblée nationale, la loi de réduction de l'empreinte environnementale. Et c'est là où, finalement, malheureusement, on en arrive à ce que les entreprises soient un petit peu obligées de faire certaines choses. Et il y a 4 objectifs dans cette loi qui sont en cours. Faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique, de l'impact environnemental du numérique au travers l'éducation. Donc là, on va parler notamment auprès des écoles. Il y aura des crédits d'impôt, création d'un crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, aussi des PME, ou encore l'inscription de l'impact environnemental du numérique dans le bilan RSE. On va aussi limiter le renouvellement des terminaux numériques. On va favoriser les usages numériques écologiquement vertueux, notamment par l'interdiction des forfaits mobiles avec accès limité. Donc là, ce sont pour nos amis les opérateurs. Et les data centers se font un petit peu taper sur les doigts. On exige d'eux, en tout cas, qu'ils prennent des engagements environnementaux plus contraignants. Donc là, ça fait partie des choses qui sont en train d'être mises en place. Vous avez aussi l'ARCEP qui a sorti un rapport pour un numérique soutenable en décembre 2020. Et vous avez aussi évidemment les attentes finalement de vos partenaires, de vos parties prenantes que sont les consommateurs, les partenaires financiers, les grandes directions d'achat qui vont également vers une demande accrue de bonnes pratiques et de comportements donc déontologiques, notamment à travers les normes ISO. Enfin, l'expérience utilisateur, finalement, quand on fait du numérique responsable, on va amener nos services numériques à donner un meilleur service. Meilleur service rendu, navigation simplifiée, ergonomie plus intuitive, design épuré, accessibilité donc pour tous, et aussi référencement naturel, parce qu'entre autres, Google aime les sites éco-conçus, par exemple. Temps de chargement réduit, service plus sécurisé, respect des données. On travaille beaucoup sur les notions de RGPD. Et donc, on a plus de visibilité finalement et de trafic et on va toucher plus de prospects potentiels puisqu'on va au plus grand nombre et donc forcément plus de chiffre d'affaires. Mais on se concentre vraiment sur le besoin initial et sur le besoin de l'utilisateur. On va en fait à l'essentiel. Et enfin, en termes de communication et recrutement, oui, c'est évident que quand on fait les choses bien, on a le droit de les valoriser, de se différencier vis-à-vis de la concurrence, sans greenwashing. Donc ça travaille sur l'image de marque et une e-réputation, ce qu'on appelle durable et maîtrisée. On recrute des personnes souvent prônant nos valeurs grâce à une marque employeur en fait, qui est plutôt cohérente avec nos actions. Et enfin, sur l'aspect dernière slide, après je laisse la parole, je n'ai pas longue, il y a tellement de choses à dire. Sur le côté éthique, on développe des outils, des services digitaux pour la transition écologique. Il y a quand même cette notion d'éthique qui est très très importante. On assure la résilience aussi des territoires et des organisations. On est dans l'inclusion numérique, numérique pour tous, pour ceux qui n'ont pas d'accès, pas de compétences, des problèmes d'apprentissage, manque de motivation. Donc on va travailler sur l'assistance, la formation, etc. Et enfin, inclure et rassembler en interne, parce que mine de rien, au niveau éthique et social chez vous, on s'est rendu compte qu'au niveau des équipes, il y avait une vraie cohésion autour de ce projet qui devient très fédérateur. Et en fait, on rebooste les équipes avec ce genre de projet, ça on l'a constaté plusieurs fois. Et on apporte de l'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, et ils partagent beaucoup entre eux. Donc c'est un gros effet positif aussi en interne. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop vite. Si vous avez des questions ensuite, n'hésitez pas. Donc je laisse la parole. Merci Marie. Du coup, il y a François qui nous a rejoint aussi. Peut-être qu'il veut dire quelques mots. Et après, s'il n'y a pas de questions, on passera au témoignage entreprise de Sylvain Coutier. Oui, bonjour à tous. Pardon pour mon retard et puis du coup la modification de l'ordre du jour. C'est un sketch. Je pense que les GAFA étaient au courant que nous allions parler d'eux aujourd'hui.
Je suis arrivé au bureau, maître du monde avec un quart d'heure d'avance qui ne m'arrive jamais. J'ai pas réussi à me connecter. J'ai une panne de serveur chez moi, au bureau, pardon. J'ai voulu faire un partage de connexion avec mon superbe téléphone qui a une pomme dessus. Ça n'a pas marché. J'ai pris mon portable sous le bras en courant pour aller à la maison, puisque au moment où je vous parle, je suis dans ma cuisine. Quand j'ai voulu déclencher le lien Teams, il a fallu faire une mise à jour. Et maintenant que j'ai fait la mise à jour, mon ordinateur ne fonctionne pas, la caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de batailler avec les préférences, etc. Donc, voilà, juste à titre de mise en introduction sur ces sujets-là. En plus, c'est amusant parce que ce matin, je devais donc faire une petite introduction sur la notion de RSE qui amenait naturellement sur un des aspects de la vie de l'entreprise, puisque RSE, c'est bien ce que veut dire l'acronyme, je passe mon temps à le dire, hein, responsabilité sociétale des entreprises, donc on parle bien d'un sujet économique. Ce que je voulais, à part l'agacement de ce matin, ce qui me rend difficile le fait d'être zen et magnanime, je voulais insister sur le fait que la notion que ce soit de RSE en particulier et de numérique en général, devait être absolument expurgée de toute croyance idéologique ou de toute croyance politique. C'est un outil, c'est ce qu'on en fait et c'est hyper important. Marie l'a excellemment bien décrit. Donc les deux aspects sur lesquels l'entreprise doit, pour commencer sa réflexion, se sensibiliser sur ces sujets-là, c'est bien l'aspect environnemental de l'utilisation du numérique, bien sûr, donc là ça a été très bien décrit, et l'aspect sociétal de ce qu'est aussi du numérique et l'outil que ça représente. On se questionne beaucoup sur le sujet des réseaux sociaux, sur le sujet de l'indexation, sur le sujet des bonnes pratiques des majors de ce sujet, voilà, qui ont deux défauts principaux. Ils sont américains et efficaces. Donc en France, on n'aime pas trop ça. Maintenant, la question, c'est, ou comme disait ma grand-mère, si tu n'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres, quoi, hein. Donc c'est aussi de savoir comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi on s'en sert et qu'est-ce qu'on veut faire avec les gens. Et finalement, on peut déporter ces questions sur le sujet d'un management de la RSE, puisqu'en fait, on est bien sur des thématiques d'anticipation, d'identification et de gestion des risques, hein, puisque à la maison, je suis chez Free, au bureau, je suis chez SFR. Comme ça, si un des deux est coincé, eh bien, voilà, les bonnes vieilles pratiques à l'ancienne, il n'y a rien de tel, quoi. Bon, voilà, c'était pour ma petite introduction. Je finis juste par une question que je pose sur ces sujets-là, qui est une façon de remettre l'église au centre du village, comme on dit. Sur le sujet du numérique, je pose la question suivante, et elle n'est pas de moi d'ailleurs, mais combien seriez-vous prêt à être payé pour ne pas utiliser les services de Google pendant 1 an? Je vous laisse tous collectivement réfléchir à cette question, et puis quand on sera à la phase questions-réponses, on fera un petit tour de table sur ce sujet. Donc, je répète ma question parce qu'elle est un peu alambiquée. Combien vous seriez prêt à recevoir d'argent pour, pendant 1 an, ne pas vous servir de Gmail, de l'indexation mail, de tous les services annexes et connexes de Google ou, allez, pour faire une généralité, des GAFA. Allez, hop, comme ça, on fait un gros paquet. Vous vivez dans une grotte pendant 1 an. Combien vous voulez d'argent pour ça? Je vous laisse réfléchir à cette question. Merci François. Du coup, il y a beaucoup de réponses déjà qui commencent à arriver. Monsieur Coutier, je vous laisse vous présenter et puis introduire votre propos et puis après on passera à la phase questions-réponses. Ok, parfait, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, hein, je suis Sylvain Coutier, président du groupe ATF. Groupe ATF est une entreprise qui existe depuis 25 ans et qui intervient à la fois dans l'économie circulaire, hein, ce qu'on appelle l'économie circulaire aujourd'hui, et à la fois dans l'économie sociale et solidaire. Donc notre métier, c'est de gérer la fin de vie des matériels informatiques, IT donc, et téléphonie mobile dans les entreprises, principalement dans les grandes. Et notre cœur de métier, c'est de faire ce que l'on appelle aujourd'hui du réemploi, c'est-à-dire de prolonger le cycle de vie principalement d'ordinateurs, hein, c'est essentiellement des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des écrans, des imprimantes. Effectivement, parce que lorsque les entreprises leur nouvellent, généralement, il est encore pour la plupart fonctionnel et il peut encore largement rendre service à beaucoup d'utilisateurs, que ce soit à des particuliers ou que ce soit même de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui en entreprise. Ce qui a le mérite, effectivement, je ne vais pas reprendre l'ensemble des chiffres qui ont été évoqués dans la présentation de Marie juste
avant, mais effectivement, il y a toujours un intérêt et c'est moins contraignant pour la planète et donc pour l'avenir de notre avenir et l'avenir de nos enfants, de prolonger la durée de vie et d'utiliser une machine existante, puisque effectivement ça coûte moins cher à l'utilisation, même si ça consomme quand même des ressources, que d'en produire une nouvelle. Donc voilà pour la base. Donc aujourd'hui, Groupe ATF donc est présent principalement avec un site phare en Île-de-France qui s'appelle ATF Gaïa, qui elle est dans l'économie sociale et solidaire puisque c'est une entreprise adaptée. Donc on est également sur l'ensemble des piliers à la fois du développement durable et du contexte RSE. J'ajouterais à la remarque précédente sur la définition de la RSE qu'il y a toujours une ambiguïté sur le S de RSE qui est à la fois sociétal mais je trouve également social également. Hein, ça fait partie de cette dimension-là. Donc, au niveau de l'ATF Gaïa, on l'est puisqu'on est entreprise adaptée. On a plus de 60% de personnes en situation de handicap dans nos effectifs. Et donc, elle était présent également en Occitanie, hein, sur l'Union, puisqu'on a un site qui s'appelle Bis Repetita, donc à l'Union, qui reconditionne également des matériels informatiques. Et une troisième entité aujourd'hui qui est en Rhône-Alpes, qui s'appelle Digitalia et qui abrite l'ensemble de nos sites e-commerce, puisque l'intégralité, ou du moins la très grande majorité des matériels qui sont reconditionnés par le groupe sont revendus via des solutions e-commerce, donc à destination des particuliers ou à destination des TPE et des PME. Il est clair que l'année 2020 pour nous a été une année plutôt positive, compte tenu du très fort engouement et du très fort besoin qu'il y a eu suite à la mise en place du premier confinement, que ce soit donc pour le télétravail dans les entreprises, que ce soit pour la scolarisation à distance, et également pour le confinement des ménages. Et je trouve effectivement qu'il y a une évolution entre 25 ans où finalement vendre de l'occasion c'était compliqué parce que ça n'avait pas une très grande légitimité et qu'il y a du marketing, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure derrière, qui pousse à renouveler et aller vers de l'obsolescence programmée. Pour autant, aujourd'hui, on sait très bien que la technologie évolue plus vite que nos besoins et qu'utiliser un ordinateur qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça correspond encore largement aux besoins. Hein. Aujourd'hui, Groupe ATF, c'est 170 salariés. L'intégralité des salariés utilisent tous un ordinateur et ce sont des machines qui proviennent de nos clients et donc qui sont des machines réemployées. Je vais donner quelques chiffres à notre niveau. Donc aujourd'hui, je disais 170 salariés, c'est 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. On traite un peu plus de 300 000 assets par an. Pour lesquels on a un taux de réemploi aujourd'hui de 63%. C'est-à-dire clairement, quand on reprend 100 ordinateurs usagés en entreprise, il y a 63% de ces 100 ordinateurs qui sont recommercialisables, qu'on remet en état. On est leader en France sur l'effacement de données, donc au travers des réglementations RGPD. Et bien évidemment, à l'inverse, ça veut dire que les 37% qui ne sont pas réemployables, effectivement, sont acheminés vers des filières de dépollution et donc sont recyclés par la matière, hein, ce que l'on appelle. Alors ça, c'est pas notre métier, c'est notre responsabilité, et du moins c'est la responsabilité que l'on porte vis-à-vis de nos clients. Notre partenaire principal là-dessus est un acteur français qui s'appelle Paprec et qui a toutes les filières de dépollution, les arrêtés préfectoraux et les agréments pour pouvoir justifier de la bonne élimination de ces déchets conformément à la réglementation européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques qui est transposée en France depuis 2005. Pour les entreprises, c'est un petit peu différent pour les particuliers. Aujourd'hui, quand vous achetez un matériel électronique, ou pas forcément électronique, d'ailleurs électrique, hein, que ce soit une cuisinière, un four, ce genre de choses, vous payez ce qu'on appelle une éco-participation qui sert à financer la filière de dépollution derrière via des éco-organismes. Pour les entreprises, c'est un petit peu différent. Et aujourd'hui, ça s'appuie essentiellement à la fois aussi sur des éco-organismes, mais également sur les principaux acteurs du recyclage. Donc encore une fois, hein, notre métier, c'est vraiment de prolonger le cycle de vie et de faire du réemploi et pas du recyclage, même si on en porte cette responsabilité. Et pour donner quelques chiffres, sur ces 63% de matériel réutilisé, donc revendu sur le marché de seconde main, c'est l'équivalent annuel de 108 piscines olympiques. Alors, c'est pas forcément, tout le monde voit à peu près les dimensions d'une piscine olympique, mais 108 piscines olympiques, ça représente 378 millions de litres d'eau économisés.
Là-dessus, on est parti également sur les chiffres qui sont communiqués par l'ADEME. Il faut savoir que pour fabriquer un ordinateur de bureau, donc un écran avec une unité centrale, il faut par exemple 1500 litres d'eau et 240 kg d'énergie fossile. Sans parler de la consommation électrique, on a vu que c'était 70% de la fabrication et 30% l'utilisation. Donc le coût de fabrication est extrêmement important. Sans compter aujourd'hui qu'on utilise beaucoup de technologies, enfin beaucoup de mobilité, pardon, au travers des ordinateurs portables, au travers des smartphones. On sait que dans les smartphones, il y a des batteries. On sait que dans les batteries, il y a des terres rares et qui sont prélevées dans certains pays et qui font parfois appel au travail des enfants. Donc ça a aussi à la fois des impacts sur la santé, mais également sur l'environnement. Et donc, encore une fois, tout ce que l'on peut faire, et je ne peux que vous inciter à aller dans cette voie-là, c'est effectivement réutiliser un maximum un matériel. Et c'est de ne pas céder finalement aux sirènes, c'est pas forcément que le net, mais aux sirènes marketing. J'ai eu l'exemple il y a quelques temps, j'ai un iPhone qui a 5 ans qui est tombé en panne. J'ai des assurances, j'ai des prêts, etc. via France Télécom, enfin via Orange. Et finalement, malgré tout ça, j'ai pas pu être dépanné en week-end loin de chez moi. Et c'était assez proche de la pub CIC. J'ai vu une petite boutique qui faisait de la réparation et en 3 quarts d'heure, ils m'ont changé l'écran de mon vieil iPhone qui est reparti pour un tour et qui fonctionne très bien pour autant. Voilà. Donc effectivement, c'est pas forcément le réflexe que l'on a et je suis le premier concerné aussi. Là-dessus, j'ai pas toujours les bonnes pratiques, mais on se rend compte finalement à l'usage que ça fonctionne très bien et que finalement c'est pas un sujet, quoi. Voilà. Et donc on s'est appuyé sur ces chiffres de l'ADEME, donc je rappelle 1500 litres d'eau pour fabriquer un ordinateur, 240 kg d'énergie fossile. Donc pour notre activité, c'est 63% de réutilisation, ça représente donc 108 piscines olympiques et c'est 4300 tours du monde en avion d'économie d'empreinte carbone. Donc voilà, nous c'est à notre niveau, dans notre écosystème, c'est pas grand-chose, mais finalement, si on cumule tous les efforts que chacun fait ou pourrait faire, potentiellement, ça permettrait d'atteindre la masse critique et de basculer du bon côté et finalement d'assurer un avenir un peu plus serein aux futures générations. Aujourd'hui, moi le premier, je suis issu d'une génération où on n'était pas du tout concerné par ces sujets environnementaux. Je crois que le terme le plus important dans ce qui a été évoqué aussi avant, parce qu'on entend beaucoup de chiffres, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent faire peur, c'est simplement, on parle de responsabilité d'entreprise, mais on peut parler simplement de responsabilité individuelle, et ça ramène à un mot finalement qui régit tout ça, qui est l'éthique. Voilà, comment je suis responsable, comment j'y contribue modestement à mon niveau, mais encore une fois, si chacun fait un tout petit peu dans cette démarche-là, le tout petit peu, plus le tout petit peu, plus le tout petit peu, finalement, ça fait des résultats qui sont très significatifs. Donc voilà, ça c'est le premier point. Dire également derrière, quand on parlait de cette démarche globale, que on le voit aujourd'hui dans tous les sondages qui sont faits, dans les sondages auprès d'étudiants qui sortent de différentes écoles, des écoles d'ingénieurs, il y a un souci de plus en plus important finalement à choisir de travailler dans une entreprise qui n'est pas uniquement dans la recherche de profit. Les jeunes aujourd'hui sont plus forcément, alors je ne vais pas dire que le salaire ne compte pas bien sûr, mais c'est plus le seul critère et que finalement j'ai entendu parler une fois du mot employeur, enfin de marque employeur. La notion de marque employeur c'est directement associé à la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises et finalement c'est quelque chose qui a de l'impact aussi bien en interne mais également en externe. En interne, c'est effectivement une marque employeur développée, ça permet d'attirer des talents, mais aussi de les conserver, parce que c'est bien de recruter des bons profils, mais après, une fois qu'on les a, il faut arriver à les garder. Et donc, quand une entreprise véhicule des valeurs qui sont autour de la RSE, des valeurs d'éthique, des valeurs sociales, des valeurs de partage, de la richesse, puisque tous ensemble on crée de la richesse et donc aussi à un moment il faut être le plus équitable possible dans la répartition de cette richesse. Donc pour conserver encore une fois ces talents. Donc ça c'est sur la partie interne et puis sur la partie externe, c'est aussi l'image qu'on permet de véhiculer à certains de nos clients. Alors certes, il existe encore aujourd'hui cette notion qui a été prononcée également, qui est le greenwashing. Moi, j'en ai toujours fait mon parti pris. Je trouve que, quelles que soient les raisons qui motivent une entreprise à faire appel, par exemple, à mes services, finalement, je me dis qu'in fine, elle va quand même dans le bon sens, même si
c'est pour s'acheter une bonne conscience, même si c'est pour communiquer et dire à demi-mot qu'elle est vertueuse, moi, ça me permet de pérenniser mon modèle économique. Et encore une fois, dans la notion de développement durable, il y a la notion économique qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Donc moi, ça me permet de pérenniser mon modèle, mais surtout, ça me permet aussi, grâce à eux, de développer mon impact social. Aujourd'hui, hein, j'ai l'exemple la semaine dernière d'avoir fait une présentation devant une bonne partie du CODIR d'un grand groupe de bâtiments français qui est connu mondialement à l'international, qui représente plusieurs centaines de milliers de salariés. On travaille avec eux depuis 2008, ensemble depuis 2008. Alors, je passe effectivement, on est sur des ratios extrêmement importants en termes de piscine olympique et de tour d'avion, mais ensemble, on a permis le maintien en emploi et la création d'emplois pour des personnes fragilisées de plus de 70 personnes. Et donc voilà, moi je suis une entreprise sociale, j'ai un impact social, mais l'impact social, je ne l'ai que si j'ai des clients. Si je suis tout seul, je ne fais pas grand-chose, quoi. Donc encore une fois, c'est tout cet écosystème et c'est montrer, finalement, moi je travaille qu'avec des grands groupes, on est souvent confronté à des acheteurs qui appuient sur un bouton parce qu'on est les mieux-disants, même si aujourd'hui les critères les critères RSE sont de plus en plus pris en compte. Et finalement, mon travail à moi, c'est pas du commerce, c'est d'aller expliquer à ces gens-là l'impact de leurs décisions. Un acheteur, il me confie la gestion de son parc de 10 000 ordinateurs, ok, so what? Et moi, j'allais lui expliquer derrière que derrière cette décision-là, il y a des conséquences et qu'ensemble, effectivement, on va avoir une action concrète sur la protection de l'environnement, sur la réduction de l'empreinte carbone, mais également qu'ensemble, on va créer des emplois. Et en plus, on va créer des emplois pour des personnes qui sont assez éloignées du marché du travail, qui n'ont pas eu de chance à un moment de leur vie et pour lesquelles, finalement, on fait aussi une forme d'économie circulaire. C'est redonner une seconde chance à des personnes qui n'ont pas eu de bol dans leur vie à un moment. Donc voilà, c'est aussi, et je pense qu'il y a une vraie maturité qui est en train d'arriver, hein, qui va peut-être parfois pas assez vite, mais qui a une prise de conscience et voilà, et ça s'accompagne dans l'utilisation, dans les usages que l'on peut avoir, et que de plus en plus aujourd'hui, effectivement, on a plutôt intérêt à essayer d'utiliser le réemploi. En France, c'est toujours compliqué et souvent on se conforme aux lois quand on y est un peu obligé. Alors j'ai envie de dire, ça tombe bien, puisque depuis le début de cette année, il y a une nouvelle loi sur l'économie circulaire qui est passée, qui s'appelle la loi AGEC, et qui impose, alors pour le moment, aux collectivités territoriales, donc à l'État et différentes émanations de l'État, d'avoir par exemple sur la partie qui nous concerne 20%, jusqu'à 20% de matériel issu du réemploi ou de la réparation dans l'acquisition de leur solution IT. Donc ça va prendre du temps parce qu'il faut changer les mentalités, il faut alimenter la source. Hein. Aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, c'est que le marché de l'occasion est assez confidentiel, même s'il gagne une légitimité d'année en année. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et le sujet, il n'a jamais été de vendre. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont acheteurs de matériel d'occasion. Pour une raison toute simple, hein, et on le voit de plus en plus aujourd'hui en entreprise, même sur des données sensibles, et notamment sur la vente de serveurs, c'est qu'aujourd'hui, un ordinateur d'occasion portable, j'entends, ça se trouve sur le marché de l'occasion à moins de 200 €. Quand un ordinateur portable neuf, on est plus près de entre 400 et 500. Donc pour une entreprise, le calcul est vite fait. Pour le besoin qu'elle en a, globalement, pour le prix d'un matériel neuf, elle va mettre entre 2 et 3 matériels d'occasion. Donc on est purement dans la logique économique. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va aussi dans le bon sens et dans la préservation des ressources naturelles, encore une fois, dans cette démarche globale de développement durable. Voilà ce que je voulais dire. Je suis bien évidemment à votre disposition pour toute question sur ce sujet. Et encore une fois, je ne peux que vous inciter à prendre ce chemin-là, parce qu'encore une fois, ça a aussi un côté finalement de se sentir bien aussi avec soi-même, de se dire voilà, même si c'est qu'à mon niveau, c'est vachement important. On a l'impression que quand on fait des choses dans son coin, ça n'a pas d'impact, mais encore une fois, si, ça a un vrai impact, et si tout le monde réagit de cette manière-là, ça a encore plus d'impact, et à un moment, effectivement, ça permet de faire basculer les choses du bon côté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions pour nos 3 intervenants et intervenantes? Vous pouvez utiliser le petit outil lever la main, sinon sur le chat, vous pouvez prendre la parole comme vous voulez.
Du coup, pardon, en attendant, je me permets de compléter quelques interventions. Alors, sur le sujet du colibri, de la métaphore du colibri et c'est pas parce que je suis petit que ça sert à rien de le faire. Il y a une citation que j'aime bien qui est si vous pensez que vous êtes trop petit, passez la nuit avec un moustique et essayez de dormir. Je vous la garantis pas dans l'ordre, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et je trouve ça assez génial et assez édifiant. Toujours pareil sur le sujet du greenwashing. Alors moi j'ai une deuxième casquette en plus d'être consultant ou conseil RSE, c'est que j'ai une entreprise qui fait de la communication et de la communication dite responsable. Donc sur ces sujets-là, c'est vrai que je partage totalement on a tendance à brandir la notion de greenwashing comme quelque chose d'infamant et ça va pas tarder à l'être puisque là, toujours pareil, les dispositifs législatifs sont en train de se mettre en place. Moi, je les observe depuis 10 ans. Il y a une espèce de convergence vers ces sujets qui sont assez puissants. Et là, donc, dans le cadre du pacte de loi environnement et résilience, il y a un thème et un item sur le greenwashing et les déclarations ou les allégations environnementales qui, quand on est un annonceur, va être extrêmement douloureux monétairement parlant, en termes d'impact. On parle de 80% du prix de la campagne de publicité en amende. Donc bon, là c'est en cours de rédaction, etc. Mais sur ces sujets-là, je dirais, quelle que soit l'intention, et c'est un peu, je rebondis un peu là-dessus, sur le sujet de rester hors de l'idéologie finalement, parce que votre monde n'est pas le mien, et j'entends bien qu'il le reste. Donc c'est là où quelle que soit la motivation de la personne en face de soi, si elle va dans le bon sens, il faut l'amener. Et puis, c'est l'occasion d'avoir un dialogue avec elle et de lui dire, tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Alors que si le mec reste dans sa tour d'ivoire à la Défense, pour prendre un gros cliché, on ne peut pas causer avec lui, on ne peut pas lui soutenir le truc. Donc, sur le sujet du greenwashing, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Et de toute manière, si la personne n'est pas trop bête, et en général, je pars du principe qu'elles ne le sont pas, ça peut aller que vers le mieux. Ensuite, quand on remonte un petit peu toujours sur le parcours législatif, la loi Pacte, qui est récente, alors bon, on a eu une petite pause Covid qui nous a empêché de bien l'identifier. On a beaucoup parlé, quand cette loi est sortie, de la Française des Jeux et de l'aéroport de Paris. Ce qu'on n'a absolument pas, ou en tous les cas, moi je croise assez peu de gens qui en ont conscience, c'est qu'on a modifié le Code civil à ce sujet sur l'objet social des entreprises. Et c'est fondamental, vraiment, j'insiste là-dessus et je suis pas... Je suis ni juriste, ni sénateur, ni député, mais le Code civil, la dernière fois que ça a été modifié, c'est simple, c'était pas loin de l'année de ma naissance. Et maintenant, ça dit clairement et simplement, l'entreprise doit évidemment être une association de personnes privées pour une mise en commun de ressources, mais elle doit maintenant intégrer ses impacts environnementaux et sociétaux dans son organisation. Donc, de fait, en France, toutes les entreprises, de par la loi, sont dans la RSE. Elles l'étaient déjà, parce que quand on est mandataire social en France, on est dans la responsabilité. C'est hyper important de le savoir. Dernier point, sur le sujet de la marque employeur et de l'attractivité et de l'engagement RSE, moi je dirais, enfin, c'est ce que je dis à mes clients toute la journée, il n'y a pas de RSE, il y a votre RSE. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'afficher clairement ce que vous faites et ce que vous êtes. Ça permet d'éviter toute ambiguïté avec les collaborateurs, avec les clients et avec toutes les parties prenantes avec lesquelles vous interagissez. Mais ce qui est important, c'est pas de chercher à être le premier de la classe ou le gendre idéal. C'est de dire, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. Et j'ai bien identifié ce sur quoi je suis pas très bon, mais en l'état actuel des choses, et désolé, je suis obligé de citer les grands philosophes, j'ai inversé légèrement ce que Socrate appelait la vie bonne, c'est-à-dire se questionner sur son action individuelle. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça nuit à quelqu'un? Et ça rebondit et ça reboucle sur la démarche qu'on évoquait ensemble. Et donc, c'est là où moi, je l'ai un peu transformé en un truc toulousain. Je passe de la vie bonne à la bonne vie. Ça, si on n'est pas toulousain, on ne peut pas comprendre. Mais c'est vraiment cette notion-là. Donc, d'arriver à se questionner et de se dire, OK, j'en suis là. Et par contre, ce n'est pas pour ça que j'en reste à ce point. Bon, allez, maintenant, vous avez réfléchi, à vous. Non, j'apporterai moi juste un complément sur ce que vous venez de dire, François, alors effectivement, toutes les entreprises n'ont pas le temps ou l'argent parfois pour
pour se faire évaluer sur leurs bonnes pratiques. Je pense notamment, si on prend les sujets environnementaux, de se lancer dans une certification 14001 par exemple. Pour autant, il existe de plus en plus aujourd'hui d'entreprises qui permettent de faire des diagnostics et finalement de s'évaluer sur ces bonnes pratiques-là. Il y a même parfois des solutions en ligne qui ne sont pas toutes très coûteuses et qui permettent finalement voilà, de partir d'une base, de savoir un peu où on en est et puis de se fixer des objectifs et puis de pouvoir avancer. Voilà, encore une fois, on met un pied devant l'autre et pour le coup, après, on avance, quoi. Et donc, sur différents sujets, encore une fois, je pense que je trouve que, alors certes, on vit une période difficile depuis 18 mois maintenant. Il faut essayer d'en retirer des bons côtés. Moi, je suis ravi d'entendre un mot qu'on entendait peu avant et qu'on entend beaucoup depuis la pandémie. On parle de plus en plus de circuits courts. Effectivement, on parle de plus en plus de réemploi, de solidarité. Je le vois, moi, je vais donner un exemple pour illustrer ça. On est donc sur notre siège social en région parisienne. On est installé sur un territoire dans l'Île-de-France qui s'appelle Grand Paris Sud. Pendant cette pandémie-là, on a eu alors, la chance effectivement de pouvoir maintenir notre activité parce qu'il y avait des besoins urgents, même si c'était parfois compliqué pour nos salariés de comprendre pourquoi on leur demandait de venir travailler. Et au bout d'un moment, on a eu également des actions solidaires et responsables vis-à-vis des services de réanimation, des services d'urgence, pour lesquels on a donné des tablettes pour établir le lien entre les patients atteints de Covid et leurs familles, parfois même pour permettre ce lien dans des situations un peu dramatiques. On l'a fait pour le SAMU, pour les téléconsultations, ce genre de choses. Et on l'a fait également au niveau de Grand Paris Sud pour l'université d'Évry-Courcouronne, simplement pour que les étudiants puissent passer leurs examens. Donc on a fait don d'ordinateurs portables. Ça a eu une chose qu'on n'avait pas du tout évoquée, enfin envisagée plutôt. Ça a été, et je parlais de nos salariés, ça a été la manière dont c'était perçu par nos salariés en termes d'engagement. C'est-à-dire qu'eux, effectivement, ils ne comprenaient pas pourquoi ils venaient travailler avec les risques qu'ils prenaient pour leur santé, pour celle de leur famille. Et ils se sont rendus compte, effectivement, qu'on faisait des choses vachement bien, quoi. Et ils se sont dit, ah ouais, et donc du coup, ça a vraiment renforcé leur engagement quotidien dans l'entreprise pour faire en sorte que l'entreprise reste debout au travers de ces actions solidaires. Et finalement, derrière ça, Grand Paris Sud s'est dit, mais finalement, oui, des matériels d'occasion, ça sert pour les étudiants, mais ça pourrait servir pour nous. Et on travaille avec eux depuis. On a travaillé à l'élaboration de cahiers techniques, enfin de dossiers techniques, à l'élaboration de cahiers des charges. Et on a remporté un appel d'offres où on fournit aujourd'hui Grand Paris Sud sur un segment de marché qui n'était pas du tout le nôtre, hein, de vendre du matériel en direct à des collectivités, c'était pas notre métier. Et aujourd'hui, donc, on fournit du matériel reconditionné à une collectivité territoriale qui est Grand Paris Sud, qui avait quelque part un peu anticipé la loi AGEC que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'était ce petit clin d'œil quand vous parliez tout à l'heure de petites actions menées à l'échelle d'un territoire. Voilà, je pense que chacun, quelle que soit sa situation géographique et l'endroit où il se situe et son secteur d'activité, peut avoir des actions dans ce sens-là qui vont dans le sens du thème qu'on évoque depuis une heure maintenant. Merci. Il y a une question dans le chat du coup pour Marie. Quelles sont vos actions au sein du collectif Good IT ? Alors, au niveau du collectif, donc il a un peu plus d'1 an maintenant et on travaille sur plusieurs sujets. Le premier, c'est d'abord notre mission principale, c'est quand même de sensibiliser. Donc on a un groupe de travail pour ça qui travaille sur des présentations suivant évidemment les acteurs que l'on a en face de nous. Et tout le monde peut aller, à titre bénévole évidemment, faire des petites sensibilisations auprès de différents acteurs. Ça, c'est le premier groupe de travail. On a un groupe de travail qui est sur la partie justement développement web. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les CMS, les Content Management Systems. Le plus grand exemple étant WordPress, par exemple, qui est le plus connu quand on fait des sites internet. Et aujourd'hui, il y a une technologie qui s'appelle la Jamstack. Donc, nous avons des développeurs dans le collectif qui travaillent sur ces sujets-là. Hein. C'est vraiment de la recherche et développement. On a aussi on est en train de continuer un groupe de travail sur la communication responsable, raisonnée, mais aussi tout ce qui est contenu durable, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on produit des services numériques, on produit aussi du contenu. Et nous, on a pas mal de bonnes pratiques sur ce sujet. Donc, on travaille ce sujet en particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On fait des webinaires. Il y en a un notamment le 22 avec la promotion MIACH sur la data science.
Et on a plein de profils différents, en fait. C'est ouvert à tous, d'ailleurs, y compris même aux étudiants. Voilà, on a des développeurs, on a des web rédacteurs, on a des gens dans la communication, on a Capgemini aussi, entre autres, qui travaillent beaucoup sur ces sujets. Voilà, donc c'est assez complet et tout le monde peut créer un groupe de travail, tout le monde peut proposer un webinaire. Voilà, on est vraiment dans le travail collectif, dans l'intelligence collective. Il y a une autre question qui vient d'arriver de Bénédicte, s'il existe des actions de sensibilisation auprès des jeunes publics sur ces sujets. Alors, il existe par exemple la fresque du numérique. Alors, à la base, on parle de la fresque du climat qui a été créée il y a quelques années. Ensuite, la fresque du numérique est arrivée. Et moi, je fais partie d'un groupe de travail. Je suis animatrice de la fresque du numérique. Donc, c'est un outil que l'on utilise pour sensibiliser justement les adultes en entreprise. C'est très ludique, c'est sous forme de jeu. Donc les gens apprécient et en fait on fait une fresque avec des cartes et on remet un petit peu dans l'ordre, en groupe, on réfléchit à ces sujets-là. Et ça marche très très bien. Et je trouve qu'on a créé un groupe de travail sur la fresque du numérique junior pour sensibiliser en fait au collège et au lycée. Alors aujourd'hui, c'est les deux fondateurs qui s'occupent de ça et on le fait de manière bénévole. Ce groupe de travail va sortir la fresque du numérique junior en septembre, puisqu'on est en train de la tester auprès de nos jeunes publics. Voilà. Il y a d'autres petits outils, mais c'est vrai qu'au niveau des plus jeunes, c'est en cours. C'est vrai que on nous pousse à aller vers ces publics-là et c'est super. Mais voilà, on n'a pas encore toute la matière. Mais on s'entoure d'écoles, de personnes qui sont professeurs pour justement allier pédagogie et numérique responsable. Merci beaucoup. François, du coup, qui a levé la main. Oui, pardon. Alors, ça va être des allers-retours. Je voulais rebondir sur le commentaire de Sylvain. Deux sujets. Finalement, l'anecdote avec Paris Sud me fait rebondir un peu sur le pourquoi je préférerais sociétal à social. Parce que finalement, ça vient et ça met en résonance beaucoup plus de choses que l'aspect social de l'action de l'entreprise et de la sienne en particulier. Et puis, bon, sur le sujet, mais là, c'est le biais du chef d'entreprise que je suis. Je considère qu'on a quand même un tropisme français. L'entreprise en France, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal avec la notion d'économie sociale et solidaire. Quand je vois ce qu'on me prélève, je considère que je collabore fortement à la socialité et à la solidarité. Mais ça, c'est plus pour la provocation et la blague. Je ferme la parenthèse. Sur le sujet des plateformes numériques qui permettent un accompagnement gratuit, je vous fais part de deux portes d'entrée. L'une que je connais mieux, puisque membre et certifié Bicorp. Donc, il y a une plateforme qui vous permet gratuitement, juste en laissant votre adresse mail, de vous faire un audit de vos bonnes pratiques. Et une deuxième initiative de l'État, là, j'ai participé à la mise en place, très indirectement et modestement à ce sujet, ça s'appelle Impact. Et donc ça, c'est pareil, c'est gratuit et ça permet de valider et d'afficher vos engagements. Donc voilà, donc vous allez sur Bercy Impact, n'ayez pas peur, ils vous feront pas de contrôle fiscal, parce qu'il y a le mot Bercy dedans, mais il y a ça qui est gratuit et qui a l'air bien fait. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le faire. Et ensuite, il y a Bicorp qui est bien fait et que j'ai testé et que je recommande aussi. Voilà. Juste pour finir, du coup, je voulais vous rappeler l'offre de formation et de sensibilisation de Face Grand Toulouse sur les sujets de la RSE. Donc, notamment l'offre de formation par Marie, la sensibilisation numérique responsable, et celle de François sur la RSE au service de votre rentabilité. On propose donc toute cette offre où n'importe quelle structure peut avoir accès à cette offre. Nos entreprises adhérentes ont des tarifs préférentiels sur ces offres et donc, là, je vous ai mis la partie RSE. On a aussi la partie égalité femmes-hommes, la partie sur la diversité et la partie sur la QVT. Donc, on essaye de sensibiliser au maximum les structures, entreprises ou autres à ces sujets de la RSE. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions pour finir ? François, je crois qu'il a levé la main encore. Oui, je voulais savoir alors, combien vous voulez prendre pour rester sans Google pendant 1 an?
Non, alors, blague à part, cette question est assez interpellante et en fait, c'est un sondage qui a été fait à grande échelle sur des pays dits modernes hein, de l'OCDE et la question était formulée de la façon suivante, c'était service par service, hein, donc réseaux sociaux, Google, le GPS, etc. Juste pour Google et à titre indicatif, en moyenne, sur un volume de plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, la somme moyenne est sortie autour de 12 000 euros. Alors, quand on réfléchit à ça, ça veut dire que tacitement, on reconnaît que la prestation de service faite par Google, offerte par Google, voilà, parce que j'aime à le rappeler, aujourd'hui, ça ne coûte directement rien. On considère en moyenne que ça vaut 1 000 euros par mois. Et ça, quand même, ça vient questionner et ça fait un écho à toutes ces questions qu'on pose autour de la gestion de la data, du service, de ce qui est fait de nos informations, Enfin voilà, ça nous met en face de nos propres contradictions sur ces sujets. Et je pense que pour répondre un peu et pour faire une sorte de mini-conclusion à tous nos échanges de ce matin, l'important, c'est la pédagogie, une fois encore. C'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qui est fait avec nos données et quelle est l'utilité réelle. Et finalement, quand on considère que la consommation d'électricité de l'Internet, pratiquement un quart, c'est des gifs et des chats qui se pètent la gueule, ça vient questionner moi, je suis assez âgé pour connaître le 128K en termes de débit, ou je suis assez âgé pour connaître la facturation au volume de débit. Je vous annonce que ça va revenir. On paiera l'Internet à la conso, au kilo. Et là, on va commencer à réfléchir sérieusement à ce qu'on va envoyer comme emoji, quoi. Merci pour cette et au nombre de personnes, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui est déjà un acte militant important. On a tous le travers, et moi le premier dans mon entreprise. J'ai une personne qui est au même étage que moi, qui est à 10 mètres de mon bureau. Effectivement, on a perdu l'habitude de se lever ou de prendre le téléphone, de se lever, d'aller la voir, et on va envoyer un email ou autre chose. Donc c'est pareil de limiter considérablement les pièces jointes, les signatures. Et le nombre de destinataires dans un mail, ça a un impact extrêmement important sur la consommation, quoi. Et donc forcément sur l'environnement. Ça, ce sont des choses toutes bêtes, mais qui sont assez faciles à changer. Et puis finalement, ça a aussi du bon, c'est que ça permet de… je dis toujours, les solutions, enfin, les solutions technologiques sont très bien, mais ça a quand même un gros désavantage. Quand vous discutez avec quelqu'un, ben voilà, on est dans une discussion, on se voit, il y a le ton, on voit les réactions de l'autre, il y a la posture, la gestuelle. Un mail, quand vous écrivez un mail dans de bonnes conditions ou énervé, la personne qui reçoit votre mail n'est pas forcément dans les mêmes conditions que vous et vous ne savez pas dans quelles conditions elle est. Et on voit bien les quiproquos et les difficultés de compréhension que les échanges numériques peuvent créer, que ce soit WhatsApp, Discord ou j'en passe et des meilleurs, et que finalement de revenir à des choses assez basiques et essentielles, bah, c'est bien aussi pour, notamment quand on parle on parlait tout à l'heure de marque employeur et de bien vivre ensemble au sein d'une structure, bah, de revenir finalement à ces fondamentaux, à l'échange visuel. Alors même si avec le Covid, il faut faire un peu attention et garder les distances, mais voilà, ce sont des choses relativement simples qui, pour le coup, ont un impact significatif sur tout le sujet qu'on a évoqué ce matin. Voilà. Merci beaucoup, merci du coup à tous et à toutes d'avoir participé à cette matinale. Dans le chat, vous verrez du coup les coordonnées des intervenants, intervenantes, les miennes sur tout ce que FACE Grand Toulouse permet au niveau local, sur les sujets de la RSE et du numérique. Et puis, merci beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Merci pour ces échanges. Bonne continuation. Au revoir. Merci, excellente journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée.